Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur le plateau de C'est le Sud aujourd'hui encore pour parler littérature avec un auteur qu'on aime beaucoup ici, un auteur marseillais, Jean Contrecy. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est un plaisir de vous revoir, ça faisait un petit moment. Oui. La dernière fois c'était pour votre dernier roman, voilà, parce que vous venez nous voir à chaque fois. Alors cette fois-ci, le roman s'intitule Le printemps des maudits et il revient sur un pan méconnu de l'histoire de la Provence. On verra ça avec vous dans un petit instant. Et puis si vous rêvez de grands espaces, de balades à cheval ou en raquette, eh bien nous retrouverons dans un instant Aurélie Reich qui nous emmènera du côté de Barcelonnette à la montagne prendre un bon bol d'air frais. Voilà, regardez, ça fait du bien. Ce beau ciel bleu et cette belle neige qui tient encore malgré le soleil. Et puis, comme chaque mercredi, la sélection littéraire de Marie-Blanche. Bonjour Marie-Blanche. Bonjour, écoutez, cette semaine, j'ai eu envie de mettre à l'honneur des héroïnes, puisque c'est bientôt la journée des droits de la femme. Le 8 mars, lundi prochain. Vous avez très bien fait, vous avez raison. Bon, on va voir après avec vous ces romans qui mettent à l'honneur des femmes. On aime bien ça, nous. Ici aussi. Allez, mais on va démarrer avec Jean Contrecy. Je sais que vous affectionnez Marie-Blanche particulièrement ces romans également. Tout à fait. Alors Jean, cette fois-ci, vous avez choisi de situer donc l'action de ce roman au XVIe siècle, en Provence, en abordant, comme je le disais, un épisode méconnu, le massacre de centaines de paysans. De quoi s'agit-il ? De milliers même, de milliers. Il s'agit d'un épisode, oui, assez méconnu de notre histoire, mais qui fait partie de l'histoire de France. C'est le massacre, on appelle ça le massacre des Vaudois. Alors il faut s'expliquer, on se demande ce que font les Suisses en Provence à l'époque, mais ces Vaudois-là ne sont pas de la Confédération helvétique. Ils ont suivi l'enseignement de leur fondateur, qui s'appelait Pierre Valdo. Qui était cet homme, Pierre Valdo ? Cet homme est sans doute un exalté, mais qui avait une foi d'airain, un peu comme fera François d'Assise, si vous voulez. C'était un riche marchand qui, un beau jour, a voulu revenir à la pureté de l'Évangile et de la Bible. C'est-à-dire, il voyait les excès que menait l'Église, notamment les prélats et les papes. Donc, il s'est séparé, tout en gardant sa foi chrétienne, oui, on peut dire même catholique. Il s'est séparé de l'Église et il a fondé il a eu des disciples avec lui il a un peu contesté le dogme officiel de l'Église. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'était pas du tout originaire de Provence, cet homme. Non, pas du tout. C'était un Lyonnais. Et comment se fait-il, comment explique-t-on justement que les c'est préceptes à cause de ce des Lyonnais persécutions soient arrivés en Provence ? Voilà, c'est tout le but du livre, d'expliquer comment ces Lyonnais, enfin entre guillemets, à l'époque on ne parlait pas comme ça, sont arrivés en Provence. En réalité, Valdo crée sa dissidence. Alors évidemment, il est tout de suite taxé d'hérésie, si vous voulez. À l'époque, l'Église ne rigole pas avec le dogme. Il avait beaucoup de pouvoir aussi à l'époque, l'Église. Donc lui, il refuse les richesses, il refuse la façon dont le clergé abuse de la crédulité des gens, et il part sur les routes comme Jésus-Christ. Il veut ressembler au Christ avec ses apôtres. Donc il part, et il est chassé de Lyon par l'évêque de Lyon, et il va se réfugier dans les montagnes les plus proches, c'est-à-dire les Alpes. Voilà. Donc, ils vont s'aimer dans les Alpes, comme ça, tranquillement, pendant des siècles. Là, nous sommes au XIIIe siècle. Donc, pendant 3 siècles, ces gens-là vont peu à peu s'aimer. Alors, ils ont leur Ça a duré un moment. Oui, ça a duré un moment. Et ça dure encore, si vous voulez, vous verrez comment. Donc, ils ont essaimé dans les vallées alpines, notamment dans la Valouise, du côté de Fressinière, du côté de Briançon, et dans le Piémont italien. À l'époque, il n'y a pas une frontière, tout le monde parle à peu près la même langue. Voilà. Alors, ils refusent donc ils refusent les sacrements comme l'Église les impose. Ils ne croient pas au purgatoire, ni à la Vierge Marie, ni au culte des saints, tout ça. Ils disent, nous, on veut s'adresser directement à Dieu. Si vous voulez, c'est un peu des pro-protestants. Ils sont, avec 3 siècles d'avance, ils ont un peu la mentalité qui sera celle de Luther. Donc, et pour l'instant, de temps en temps, on en brûle un parce que ça fait bien dans le paysage. On le taxe d'hérésie, on le brûle, mais ça ne va pas plus loin. Mais ils ont quand même toujours été
peu ou prou pour chasser. Mais ils étaient organisés finalement. Oui, ils étaient organisés, mais forcément rentrés un peu dans la clandestinité. Quand vous êtes comme ça, vous êtes dans la clandestinité. Alors, si vous savez comment sont les choses, vous entrez dans la clandestinité, donc vous devenez doublement suspect. C'est-à-dire, on dit que ce sont des sorciers, on dit que ce sont des gens pas comme nous, ils ont des cultes qui ne sont pas comme nous. En réalité, ils sont très proches de la religion, simplement, ils refusent de payer la dîme au clergé. Ils disent le purgatoire, c'est une invention de l'Église, mais ça n'existe pas, parce que c'est faire injure à Dieu de croire qu'il va nous mettre en prison pendant quelques siècles avant de nous accueillir dans son paradis. Donc, ils chassent toutes ces croyances. Pour revenir à la pureté, le Christ a dit prêcher. Alors donc, il prêche eux-mêmes, ce qui est interdit à l'époque. Le prêche est l'apanage des curés, des clercs, de ceux qui ont appris la doctrine en latin. Alors en plus de ça, ils refusent de parler le latin et comment dirais-je, ils commettent une faute en traduisant, si vous voulez, la Bible en langue vulgaire, ce qui est interdit. C'est quoi la langue vulgaire à l'époque? C'est la langue qu'on parle, c'est-à-dire c'est comme si vous prenez un livre, si vous le lisez en latin, vous ne comprenez pas ce que vous dites. Non. Si on vous dit voilà ce que ça veut dire, bon. Et les Vaudois disent, mais nous, on préfère lire le texte, c'est la parole divine, d'accord, mais elle est à tout le monde, et on préfère la lire. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est de voir qu'à l'époque, où quand même la majorité des gens sont illettrés ou analphabètes, eux, ils apprennent à lire pour pouvoir lire les textes sacrés et les diffuser. Chez eux, qui sait lire peut devenir prêcheur. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Jean, de vous intéresser à cette partie de l'histoire de la Provence ? Ce qui m'a intéressé, c'est de voir d'abord cette dissidence, qui au début donc, est très cachée, et qui petit à petit va prendre de l'importance et va inquiéter l'Église à tel point que, sous François Ier, là on arrive au cœur du livre, sous François Ier va être organisée, un peu comme pour les Cathares, une véritable croisade visant à massacrer tous ceux qui propagent cette doctrine. Et ça a duré très peu de jours. Ça a duré très peu de jours, ça a duré une grosse semaine, à Pâques 1545, et il y a eu 3000 morts. Pour faire 3000 morts en une semaine, à l'époque, je vous signale que c'est façon Carpaccio. Il n'y a pas de bombes, il n'y a pas de... les femmes, les enfants... Les femmes, les enfants, on tue tout le monde. D'ailleurs, quand je me suis penché sur l'histoire, je me dis, mais on se croirait à Oradour-sur-Glane avec les nazis, quoi. C'est-à-dire, ils massacrent tout le monde, et les nouveau-nés, ils vendent les enfants. Aucune pitié. Au nom du même Dieu, quoi. Au nom du même Dieu, oui. Vous connaissiez Marie-Blanche, mais pas du tout. L'histoire de Je me demande s'il y a des stèles en mémoire à cet événement. Il y a un mémorial vaudois à Mérindol, parce que, si vous voulez, tout est parti de Mérindol, parce que on avait brûlé un meunier chez qui on avait trouvé cette Bible en français. Donc ça valait le bûcher, ça. Donc on l'avait brûlé, et le juge qui l'avait fait condamner, qui était un ecclésiastique, lorgnait le moulin du meunier. Ah, d'accord. Et les Vaudois, apprenant ça, sont allés détruire le moulin pour qu'il ne tombe pas entre les mains du juge intéressé à le faire. Et ça a suffi pour déclencher une répression. On les a convoqués devant le Parlement de Provence. Ils ont refusé d'y aller parce qu'ils savaient très bien qu'ils n'en reviendraient pas. Donc, à partir de là, on a organisé une croisade. Et quand je dis une croisade, c'est pas rien, parce que le président du Parlement de Provence, qui s'appelle à l'époque Mesnier d'Oppède, qui est le baron d'Oppède, a organisé une marche infernale pour ravager tout le pays du Luberon. Incroyable. Parce qu'à l'époque, pourquoi étaient-ils là, ces Vaudois? C'est qu'après la guerre de 100 ans, le pays était complètement en ruine. Donc les seigneurs n'avaient plus de revenus. Donc ce sont eux qui sont allés chercher ces paysans montagnards pour travailler la terre et ils avaient donc remis le pays en culture et redonné aux fiefs toute leur valeur. Ils n'ont pas été vraiment bien remerciés. Tant qu'ils étaient entre eux, on ne regardait pas trop la foi qu'ils propageaient. Et puis, comme ils ont été tout le temps persécutés, à un moment donné, lorsqu'ils ont vu que la réforme prenait corps et que le protestantisme prenait
prenait vraiment sa place, ils ont menacés. adhéré au protestantisme, Ouais. en croyant se protéger. Ouais. En réalité, ils ont signé leur arrêt de mort, parce qu'à ce moment-là, ils devenaient dangereux. C'était catholique contre protestant. Alors, si vous voulez, 15 ans avant les véritables guerres de religion, Oui, c'est la c'était un première petit peu guerre de un signe religion. précurseur, Voilà. avant-coureur des guerres de religion. C'est surtout la violence de la répression. On vendait les enfants comme des esclaves. C'est terrible. Déporter les gens sur les galères. Enfin, Comment vous vous êtes documenté, Jean, pour il existe, justement pouvoir Dieu écrire ce merci, livre? des spécialistes. Bon, moi, je suis romancier, donc j'ai voulu mettre ça à ma portée d'abord. Oui. J'ai voulu comprendre ce qui s'était passé, et je me suis dit, au fond, ça fait un bon substrat, un bon socle pour un roman de cap et d'épée. Voilà. Donc il suffit d'envoyer, si vous voulez, un enquêteur qui assiste effaré Oui, là, à ce qui se passe. votre protagoniste, c'est un homme, Voilà. justement. Donc c'est qui un mène homme, mais il y a l'enquête. aussi une femme, puisqu'il y a une histoire il faut une histoire d'amour, sinon ça ne vaut Ça pas la peine. fonctionne. Ça pas la peine de vivre. Et puis ça me fait un peu un contrepoids quand même à tous ces massacres. Donc vous avez fait appel à des spécialistes, donc, de la question. J'ai fait appel à des spécialistes. Il existe, d'ailleurs, à la fin du livre, j'ai rendu à César ce qui lui appartient, c'est-à-dire à Gabriel Odizio, qui est aujourd'hui un historien émérite. Émérite, ça veut dire qu'il est à la retraite. Le mot émérite, il est un peu ambigu. Mais c'est le grand spécialiste du valdéisme, puisque qui vous a éclairé pour écrire cette histoire. Donc moi, je ne suis pas historien, et deux, je n'ai pas voulu faire une thèse. J'ai voulu raconter une histoire un peu comme lorsque Dumas écrit La Reine Margot. Oui, romancé, bien évidemment. C'est l'histoire de la Saint-Barthélemy. Mais romancé. Donc voilà, si vous voulez, c'est la Saint-Barthélemy provençale. Voilà. C'est très bien, on va découvrir ça avec grand intérêt, Jean, puisque ça fait partie de notre histoire, justement l'histoire de la Provence, et que je suis sûre que vous êtes peu nombreux, tout comme nous ici avec Marie-Blanche, à la connaître. Donc le printemps des maudits qui sort demain. Sort demain matin. Donc on verra s'il y a des signatures dans des librairies, parce qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué. C'est prévu oui, à j'en ai Aix-en-Provence. une le 13, c'est-à-dire pas samedi, l'autre. 13 mars, oui. À la librairie Le Blason, à côté de l'église Saint-Sauveur. À Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence. À quelle heure? À 10h. 10h du matin. De 10h à 12h, parce qu'on ne peut plus faire de réunion le soir maintenant. Et donc, non, voilà. c'est un peu compliqué. Donc Avec pour vous le rencontrer, nous pourrons aller à Aix-en-Provence pour se procurer ce livre et se le faire dédicacer par Jean Contrecy. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vous restez avec nous encore quelques petites minutes, Jean, puisqu'on va passer maintenant à la revue littéraire de Marie-Blanche, qui est là chaque semaine et qui, elle, met les femmes à l'honneur aujourd'hui, tout comme vous, je crois, dans votre dernier roman. Votre avant-dernier livre. Avant-dernier, pardon. N'oublie pas de te souvenir, Oui. qui mettait en avant une résistante et qui sort en poche. Oui, c'est qui ça est sorti en poche. Oui. Voilà, tout à fait. Donc aujourd'hui, on va mettre des... Et puis on est un peu aussi, vous allez voir, sous prétexte de mettre des héroïnes à l'honneur dans des moments difficiles aussi de l'histoire. Oui. Alors on commence avec La jeune fille à la robe rouge de René Mestralet aux éditions Presse du Midi. Alors René Mestralet, bien sûr, il est de notre Provence. Il a écrit essentiellement, peut-être vous le connaissez, Jean? Je l'ai aperçu dans un salon. Voilà, vous avez dû le croiser. Et puis donc, il écrit essentiellement des nouvelles, de la poésie. Il a écrit un scénario et là, c'est son deuxième roman. Voilà. D'accord. Donc, alors, ce qui est original, il faut le dire, c'est basé sur une histoire vraie, parce que René Mestralet se rend en vacances à New York. Oui. Il est sur un banc à Central Park, il veut acheter une glace, il se débrouille très mal avec son anglais. Il rencontre un jeune homme qui parle très bien le français, donc il sympathise. L'anglais? Non, qui parle très bien le français. Pardon, qui s'adresse à lui, d'accord, du coup en français, un Américain qui parle Et du français. coup, il lui traduit tout ça et ils commencent à parler tous les deux en français et il lui demande ce qu'il fait dans sa vie. Il lui dit qu'il est écrivain. Il lui dit, est-ce que vous avez envie d'une belle histoire? Wow. Il lui dit, oui, je vais vous raconter l'histoire de mon père et de ma belle-mère. C'est pas mal ça. Ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous raconte une histoire? Ce serait bien, hein? Il faut aller Il revient en France, Ouais. il romance tout ça et ça donne ce magnifique livre. Alors, génial. Le point de départ, je trouve qu'il est super intéressant. Écoutez, moi, c'est ça original. m'a transportée. Je me suis dit, une belle histoire comme ça. Alors, qui c'est cette jeune fille à la robe rouge? Eh bien, donc, c'est l'histoire d'un petit garçon, Philippe, qui a une dizaine d'années. On est en pleine Seconde Guerre mondiale, au début. Voilà. Et il est en gare d'Épernay. Il se rend à Paris avec ses parents. Arrive un convoi. Une porte s'ouvre et il découvre des gens entassés les uns sur les autres. Une souffrance abominable. Et au milieu de cette souffrance, une petite fille qui a une robe rouge, belle comme un coquelicot. Il se regarde comme ça à l'espace d'un instant. Et puis la porte se referme et il voit marqué Auschwitz. Et il se fait la promesse de la retrouver et de l'aimer toute sa vie. C'est joli. Voilà. Alors, dans quelles circonstances vont-ils se retrouver?
comment et pourquoi, que va vivre Salomé, l'héroïne, qui va aller bien sûr dans les camps de concentration. Voilà, c'est une merveilleuse histoire, magnifique histoire d'amour, avec en même temps tous les événements que l'on peut deviner de cette atroce guerre qui sont relatés là-dedans. C'est aux éditions Les Presses du Midi. Bon, voilà. Très bien. Un deuxième livre dont j'ai eu du mal à me séparer, Les Enfants d'Ulysse de Carole Declercq aux éditions La Trace. Ouais. Alors, Carole Declercq, elle est originaire aussi d'ici. Elle a écrit essentiellement des romans basés sur des faits de société. Elle a écrit des polars. Et là, Les Enfants d'Ulysse, c'est en fait une espèce de culte pour la Grèce, parce qu'elle est amoureuse de ce pays, la Grèce et la culture. Alors, les histoires, on est en ce moment dans une période difficile. Ce sont deux enfants, Feriel et son grand frère, qui sont des migrants afghans. Ils veulent passer la frontière pour aller en Autriche, rejoindre leur grand frère. Leur mère est morte, leur père est menacé de mort. Donc ce sont deux enfants qui se retrouvent livrés à eux-mêmes de 12 et 16 ans. Très difficile au départ, contexte très difficile. Ils se retrouvent dans le massif du Païko en Grèce et ils découvrent une vieille bâtisse abandonnée où il y a une octogénaire, Eléniki, qui vit seule, qui est veuve, qui est assez réputée dans son village. On la considère comme une sorcière, mais ça n'en est pas une. Un caractère assez fort. Un caractère fantastique, avec un altruisme et une générosité phénoménale. Voilà, donc on découvre... Elle va devenir un petit peu leur grand-mère, j'imagine, d'adoption. Elle va s'occuper d'eux avec une bonté et une générosité de cœur surprenante, tout en même temps, on va aussi découvrir son passé, parce qu'elle a une histoire, elle n'a pas d'enfant, cette femme, elle a un vécu, elle aussi, elle vient aussi d'une migration, voilà. Il y a toute cette histoire, et en même temps, on découvre toute la culture de la Grèce, et ce parcours des enfants, et bien sûr, toutes ces histoires de camps, de migration, très actuelles, qui sont actuelles. Un très beau livre, on ferme le livre, on n'a pas envie de quitter Eléniki, je vous le dis tout de suite. Ouais. C'est bon signe, c'est plutôt bon signe. Voilà, donc c'est aux éditions La Trace, Les Enfants d'Ulysse, de Carole Declercq. Et puis pour terminer... Petit dernier avec un auteur que vous aimez beaucoup. Voilà, un petit livre papillon, comme je disais, c'est-à-dire un tout petit livre, mais qui laisse une trace fantastique. René Frény, que vous connaissez, qui fait partie du top 5 avec vous des meilleurs auteurs de la région, soyons honnêtes. Donc, La fiancée des corbeaux aux éditions Folios. Il est sorti quand celui-là? Oh, il y a un moment, oui. Mais vous savez... Voilà, mais les lectures Vous les lisez, les livres de vos contemporains? Magnifique. J'aimerais savoir parler des femmes comme René le fait. C'est vrai qu'il en parle bien, c'est vrai qu'il en parle bien, il a un certain talent pour ça, oui, effectivement. Il parle des femmes merveilleusement bien. On se retrouve bien sûr en balade encore dans les collines de Banon, Manosque, Moustier. Et puis là, donc, dans cette histoire, il est en charge de s'occuper de Lily, un vieillard qui perd un peu la tête, qu'il appelle par tous les prénoms sauf le sien. Et puis... sa fille, qui est institutrice, Isabelle, elle est sublime. Et c'est une femme qui est, comme il le dit, qui l'a décrit merveilleusement bien, qui se promène en colline. Et quand elle se promène, eh bien, elle est toujours entourée d'un nuage de corbeaux. C'est un peu la Manon des sources des corbeaux, du coup. Voilà. Et donc, c'est vraiment un chant d'amour, un chant mélancolique, avec beaucoup de tendresse et de beauté, comme il le décrit, avec quand même un sujet fort qui est la vieillesse, et puis la mort. Mais c'est peint avec beaucoup de douceur et de tendresse, comme d'habitude. Voilà, donc c'est en poche. René Frény, La fiancée des corbeaux. Votre choix parmi ces 3 livres, donc vous l'avez peut-être déjà moi je n'ai lu que René Frény. Mais dans ce qu'a raconté dans... Oui, Marie-Blanche dans les celui-ci vous plairait. Oui, le premier. Oui, parce qu'il est un peu historique, comme vous aimez bien. Oui, l'histoire aussi historique et histoire d'amour. Bon, merci Marie-Blanche pour cette belle sélection. On va remercier Jean, puisque vous le savez, on respecte au mieux donc les mesures sanitaires et la distanciation sociale. Donc Jean, on vous salue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et dans une poignée de secondes, on retrouve Aurélie. À tout de suite. Et voilà la magie de la télé, on a quitté Jean Contrucy et hop, Aurélie est apparue, regardez elle est là, elle est magnifique, tout en orange en plus, c'est gai, c'est chaleureux tout ça, ça va Aurélie? Ça va très bien et vous? Mais ça va, on vous a privé du début de l'émission, mais on est ravis de vous retrouver, comme je le disais, c'est pour respecter toutes les mesures sanitaires qu'on doit respecter, qu'on se doit de respecter en ce moment. Mais je vous ai annoncé quand même, en disant qu'on allait filer à la montagne, au soleil, avec des envies de liberté, de beaux horizons et de beaux paysages.
on va du côté de Barcelonnette, c'est bien ça? C'est ça, on va terminer l'émission finalement avec une bouffée d'oxygène. Ah, ça fait du bien. C'est pas Marie-Blanche qui dira le contraire, elle en revient aussi de la Moi, j'étais pas loin de Barcelonnette. Oui, on aurait pu se toucher les doigts. Et puis, presque. C'est ça, donc moi, là, mon petit vécu des Alpes est beaucoup plus, j'allais dire light, beaucoup plus agréable que celui qui est décrit dans le roman de votre invité tout à l'heure. Oui, dans le Luberon, là, ça se passait pas très bien, effectivement. Oui, non, là, il partait dans les Alpes aussi, il y avait ça, il visait partout, aussi à Briançon. Donc, tout à fait. Non, nous, on part du côté donc, de Barcelonnette, Josier et Sainte-Anne, où il y a un temps magnifique. Alors ça, c'est vraiment incroyable de se dire qu'on est, bon là on est en mars, mais février-mars, avec des températures de printemps, quoi, oui, finalement. chaud, en on plus se à la trouve tous neige. 24 degrés. Ça tape fort à la neige, hein, puisqu'il y a la réverbération, en plus on bronze, mais on vient avec un teint magnifique. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont en ce moment, qui ont la chance d'être en vacances. Oui, ou ceux qui veulent y aller ce week-end, mais vraiment, je vous recommande, c'est absolument incroyable de vivre ça. Alors, c'est vrai que basse altitude, Barcelonnette et même un petit peu Josier, on n'a pas vraiment de neige, on a l'ambiance, mais on peut manger crêpes et tourtes et spécialités locales en t-shirt sur les places. C'est vraiment très agréable. Et pour retrouver la neige, eh bien, on grimpe un petit peu. Alors, on dépasse Barcelonnette et puis ces belles maisons mexicaines. On va jusqu'à Josier. On fait une petite étape à Josier et là, ce que je vous propose, c'est de découvrir des petits villages en calèche. Parce qu'on peut faire ça. Alors, lorsqu'il y a beaucoup de neige, on met un traîneau et les chevaux nous tirent dans la neige. Avec les chevaux aussi, oui. d'accord. Et sinon, voilà, en calèche, on s'aventure un petit peu hors des sentiers battus pour voir pâturage, bergerie et s'infiltrer un petit peu dans les petites rues des villages. Et puis ensuite, on prend un peu d'altitude. Et on va côté neige. Et là, ce que je vous propose, c'est une sortie en raquette. Donc là, vous étiez où exactement? Sainte-Anne. On dépasse Josier, on monte col Sainte-Anne. C'est là où on va trouver la neige en ce moment. D'accord. Mais encore, elles font. Voilà. Ah oui, elles font vite là. Avec le beau temps, depuis quelques temps en montagne, il fait très beau. On voit votre ciel bleu là, magnifique. Mais c'est grandiose, vraiment Ce bleu grandiose. Superbe. Alors, on a plusieurs possibilités. On peut se promener seul, on peut partir en raquette. Et en raquette, si on est en famille et qu'on a des enfants, il y a des sorties proposées avec plusieurs thématiques, dont une qui s'appelle le petit trappeur. Alors, on part en raquette, on apprend à construire un igloo, ce qui est fabuleux. Puis, bon, évidemment, comme il fait vraiment chaud, l'igloo ne tient pas longtemps. On ne peut pas passer la nuit dedans. Mais c'est vraiment intéressant d'apprendre à construire ça. Donc, avec des briques, il y a des briques sur place pour faire l'igloo qui sont à votre disposition. Oui, c'est ça. Non, c'est ça, on façonne. Mais avec de la neige ou des vraies briques de glace? Non, ils n'ont pas mis des briques de glace. Non, avec de la neige, c'est ça. Okay, que les enfants puissent faire ça comme il faut. Okay. Après vient l'heure du repas, on se dit on va apprendre à faire un petit feu dans la neige et puis à griller les chamallows. Donc ça, c'est la partie plaisir, des enfants qui sont ravis. Ouais. Et ensuite, on poursuit son chemin, on va un petit peu plus loin et tout ça pour pouvoir observer la faune. Parce qu'avec ce beau temps, on a toute une partie de la montagne qui se découvre de neige et c'est la partie régalade pour les bouquetins, les mouflons, c'est là les qu'on chamois. Sent le printemps un petit peu, exactement, la vie reprend. Qui sortent et puis qui viennent prendre. Alors nous, on a eu beaucoup de chance, on a vu chamois, mouflons et aigles. Waouh! On vous a prêté des lunettes en fait, des oui, jumelles, c'est ça, jumelles. Et puis le guide qui était avec moi aussi avait aussi une longue vue pour pouvoir les traquer en face. Parce que comme ils se fondent dans le paysage, donc c'est pas toujours... Donc tout ça fait partie de la sortie raquette? Évident. Alors on choisit, c'est soit raquette pure et puis là c'est vraiment de la marche. Si on est avec des jeunes enfants, on prend quelque chose un peu plus ludique. Oui, mais c'est la même sortie, c'est sympa. Et vous m'avez pas dit si vous avez réussi à allumer le feu dans la neige alors? Moi j'ai regardé, j'ai pris les photos moi. Je me demande comment on fait pour allumer le feu dans la neige. Zippo. Petit briquet. Petit briquet si ça ne marche pas. Bon. Voilà. Et puis pour ceux qui ont plus de temps et puis qui veulent faire l'expérience qui est magnifique, le chien de traîneau. Oui. Voilà. Et là, il faut monter encore plus haut pour pouvoir, en ce moment, parce que la météo radieuse fait que tout fond vraiment très, très vite. Oui, ça fond vite, là, ça sent vraiment le printemps. Donc, chien de traîneau, toujours à Sainte-Anne, hein? Encore un petit peu plus haut que Sainte-Anne, mais on peut commencer à Sainte-Anne, oui. D'accord. Et Sainte-Anne, c'est une station de ski? Moi, je ne connais pas. Oui, c'est ça. Habituellement, il y a des remontées mécaniques on peut voir ça, voilà. Sinon, on peut aller du côté de Pralou aussi. On peut faire aussi du motoneige, voilà. Et Marie-Blanche, elle connaît bien ces coins-là, non? Ah oui, je connais très bien Pralou, l'été, j'y vais, on fait des balades. Essentiellement l'été, moi, je suis pas très... Pas très neige? Voilà.
j'aime bien la neige, mais pour marcher, voilà. La raquette, ça me va c'est très ça. bien. Et est-ce que vous avez testé alors la balade en calèche Pas ou du tout. le chien de traîneau, les chiens de traîneau vous Alors, avez chien de testé? traîneau non plus, j'ai jamais eu l'occasion. Parce que là, au moins, Ça vous me n'avez tente. pas à skier, vous êtes assise, tranquille, dans le traîneau, vous vous laissez guider. Je vais y penser pour l'année prochaine. Mais ça dépend des options. Une Moi, prochaine fois. j'avais cette idée très romantique, Maria Chapdelaine dans le traîneau, quand j'étais dans le Yukon la semaine dernière. Oui. Et puis non, on te met sur les skis, puis vas-y. Il faut chiant. vraiment, Ah, c'est pas si. il faut vraiment s'accrocher. Mais ça dépend, vous avez plusieurs options. Soit Ah, vous oui. avez le guide Là, c'est ski tracté qui fait par les tout, chiens, donc. et puis vous mettez dans le traîneau tranquille, Oui. ou vous dites, ben, moi j'aimerais bien essayer de mener mon attelage. Moi, je préfère la première option. Oui, moi aussi, j'aurais tellement peur que les chiens s'emballent et de ne pas réussir à les canaliser et de partir dans le décor. À mon avis, il vaut mieux choisir l'option de traîneau. D'accord, bon, c'est tout près, ça c'est pas très loin. Combien Ah vous avez non, mis ça au fait, départ de Marseille Ben Aix voilà, je dirais que de Marseille, ça ferait peut-être 2h30, 2h40. Ouais. Aix, non, 2h10, facile. Bon. Ouais, ouais. Bah, il y a encore de quoi profiter. Il donc, fait beau, peut-être donc ce pas d'arrêt week-end. pour mettre les chaînes neige. Ouais. C'est parfait, c'est vraiment la randonnée. Et la facile. visite de Barcelonnette aussi, qui est vous le disiez tout à l'heure, hein, avec toutes ces maisons mexicaines, puisqu'il y a eu pas mal d'habitants qui ont immigré au Mexique C'est et ça, qui sont qui ont fait revenus. fortune là-bas et puis qui sont revenus Et c'est et qui ont magnifique. construit. Ben, c'est dépaysant parce que Absolument. ça détonne par rapport à ces petites maisons de Ces montagne. On a maisons des grandes magnifiques. bâtisses colorées. Et un beau festival en été Oui. auquel j'ai Ils jamais eu sont l'occasion de jumelés, participer, mais festival hein, Oui. de folklore de Barcelonnette C'est avec ça. des robes mexicaines, tout ça, ça a l'air super, de la musique. Et voilà, peut-être que cet été ça aura lieu, qui sait. On va se renseigner pour y oui. assister, on espère. Merci Aurélie pour cette belle balade, voilà, qui nous a permis de nous aérer. Marie-Blanche, merci pour votre sélection. On se retrouve demain avec l'association Hippoterra, qui est à Roquevert et qui propose des thérapies au contact des animaux, les astuces de Catherine, bien sûr, et puis la séance coaching de Grégory Mostacci. Voilà, on vous embrasse. Merci d'avoir été au rendez-vous et à demain. Ciao, ciao!